certain retour aux sources au Sénégal. Et depuis l'âge de 16 ans, je suis entre le Maroc et aussi beaucoup le Sénégal. Et ces dernières années, c'est vrai que c'est depuis plus de 20 ans, je me consacre beaucoup au continent africain sur lequel je travaille énormément. Donc entre mes responsabilités en tant que dirigeant d'un cabinet international qui accompagne des clients sur tout le continent et mes responsabilités en tant que acteur de la diplomatie économique du Maroc et donc président de la commission Afrique du patronat, également, il m'arrive de voyager énormément. Donc oui, je parcours le globe, beaucoup l'Afrique, mais aussi le reste du monde. Et ça permet effectivement de voir beaucoup de choses. Et justement, mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de perdre de repère un peu? Être né à Dakar, vous grandissez en Inde et en Malaisie, là vous travaillez au Maroc et vous faites dans les avions 200 jours dans l'année. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'aventure ambiguë? Elle n'est pas ambiguë parce que comme je dis, c'est... j'ai tendance à le dire souvent à tous mes compatriotes qui vivent à l'étranger, entre deux mondes. Il y a un socle qui est essentiel, qui est l'ancrage. Et quand on est ancré, vous savez, quand vous êtes ancré, c'est difficile de vous perdre parce que vous avez un ancrage important. Et effectivement, cet ancrage profond dans le Sénégal, et dans le Sénégal profond, hein, parce que quand je dis ancrage, oui, je le dis, je suis d'une famille multiculturelle, hein, avec des origines à la fois Wolof, Serer, tout couleur et Peul. Donc cette multiculturalité me donne cet ancrage. Et en plus, on a toujours été élevé dans un rapport très important avec les territoires. Et donc ce qui fait que ce soit du côté de la famille paternelle ou de la famille maternelle, on va régulièrement à Guinguinéo ou Joal. J'étais à Guinguinéo juste la semaine dernière pour des activités sociales, ou encore quelquefois dans le Fouta profond, puisque le Ganguel Souley est un peu notre fief. Donc tout ça... Vous ne vous êtes pas coupé de vos racines sénégalaises? Non, j'ai un ancrage, et sur cet ancrage, bien sûr, j'ai pu y adosser d'autres cultures, et ça aussi, c'est cette multiculturalité qui vient renforcer l'être, hein. Donc j'ai eu le bonheur d'avoir grandi dans cette foison de culture indo-asiatique qui apporte beaucoup de choses, hein, que ce soit la question de la relativité, la question de l'humilité, du rapport à l'humain, l'importance de l'homme dans le dispositif, le rapport à la spiritualité, ensuite dans le monde arabo-musulman, puisque ça aussi c'est dans notre monde. Et donc c'est un brassage de culture, et comme on dit, l'homme s'enrichit de ses voyages dès lors qu'il a un ancrage culturel qui lui permet d'être la base sur laquelle il vient apporter des couches supplémentaires. Donc c'est un peu ce qu'est Abdou Souley Diop. Vous vivez pour l'essentiel au Maroc, le royaume chérifien frappé par un séisme qui a fait plusieurs dizaines de morts. Ça vous a trouvé sur place, ou bien, et comment vous l'avez vécu? En fait, le séisme lui-même ne m'a pas trouvé sur place. Je suis rentré le lendemain matin. J'étais à Dakar justement pour des activités professionnelles. Mais je l'ai vécu donc d'abord à distance pendant l'événement, et ensuite sur place depuis le début, et avec un engagement fort aussi, puisque nous sommes tous mobilisés et bien sûr engagés sur d'abord la solidarité, ensuite maintenant dans la reconstruction. Et ça a été dramatique, hein. Vous savez, 3000 morts, c'est quelque chose qui est assez important. Oui. Plus de 7 à l'échelle de Richter, en termes de 7 degrés à l'échelle de Richter. Donc c'était un violent tremblement de terre. Et quand on voit, moi j'ai été sur ces territoires, hein, dans le cadre de différentes activités sociales, quand on voit des villages où on avait l'habitude d'aller complètement rasés, on se dit, bon, il y a quand même eu des dégâts énormes. Dieu merci,
c'était pas au cœur des villes, parce que ça aurait été peut-être plus dramatique. Et aussi, il faut saluer la capacité de réaction des autorités marocaines, parce que aujourd'hui, je vous assure que entre la solidarité et la capacité de réaction, très rapidement, vous avez, quand vous avez pratiquement entre 50 000 et 150 000 personnes sans abri, quand vous avez 500 écoles détruites et que vous devez avoir la rentrée scolaire et qu'on vous dit aujourd'hui que tous les élèves sont dans des classes, c'est qu'il y a eu une réaction très rapide. Et presque du tac au tac, une agence chargée de la reconstruction même. Oui, oui, du tac au tac, effectivement. Oui. Ça aussi, c'est toute l'agilité du dispositif public au Maroc. C'est que là, aujourd'hui, d'abord, un fonds a été créé pour mobiliser des ressources. Un fonds qui a été très vite abondé parce qu'il y a une mobilisation très forte du secteur public et du secteur privé marocain. Donc, je pense que à date d'aujourd'hui, on est à près de 3 milliards de dollars dans le fonds. Et adossé à cela, dans le cadre de la gouvernance publique, il a été décidé de créer une agence pour pouvoir être le plus efficace possible dans le pilotage et pouvoir aussi suivre les performances de cette agence, parce qu'il faut aller très vite. Donc effectivement, cette agence est créée, l'agence de reconstruction du Haut-Atlas, et c'est aussi le symbole de cette dynamique marocaine qui aujourd'hui est inscrite dans l'efficacité, et je pense que c'est important de le dire. Une leçon d'efficacité que le Maroc donne au reste du monde, surtout au Sénégal, par exemple. Oui, je dirais une leçon d'efficacité sur laquelle on devrait apprendre, parce que on a vu comment l'armée, l'administration, les pouvoirs publics, le secteur privé se sont mobilisés ensemble, ont réagi très vite et ont mis en place tous les dispositifs. Je ne sais pas si, dans le cadre des inondations ou d'autres actions au Sénégal, on arrive à réagir de cette manière-là. Je ne pense pas. Bon. Ouais. Ça fait partie Nous allons parler tout à l'heure des entreprises marocaines et les relations avec le Sénégal, l'économie sénégalaise. Mais intéressons-nous à ce livre-là. Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière. Expliquez-nous d'abord le titre de ce livre. Ben, pour expliquer le titre de ce livre, il faut comprendre le cheminement qui est... Donc, comme je le dis, le livre est d'abord une démarche structurée qui a permis d'aborder tous les enjeux importants auxquels fait face notre pays. Et à partir de là, j'ai fait un diagnostic 360 degrés, couvrant, quand je dis 360 degrés, couvrant 5 piliers qui sont essentiels, à savoir l'économique, qui va avec le social, le deuxième pilier, qui ne peut pas avancer s'il n'y a pas un capital humain, le troisième pilier, mais bien sûr dans un cadre responsable et face aux enjeux du développement durable, donc l'environnement et le développement durable qui est le quatrième pilier, et avec un socle commun qui est la gouvernance. Mais tout est lié. Tout est lié. Oui. Donc quand on fait ce travail-là, et que derrière on fait un diagnostic sans parti pris, avec bien sûr toute la rigueur professionnelle, mais également en étant sans parti pris, faisant un travail très professionnel, on sort avec un diagnostic qui nous dit qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une trajectoire de développement très intéressante, parce qu'on a eu des acquis considérables, j'y reviendrai, ces 12 dernières années. Sur ces acquis considérables, bien sûr, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut ajuster la trajectoire. S'adosse à cela la nouvelle découverte du pétrole et du gaz. Donc je dis, on est vraiment à la croisée des chemins. Le développement n'est plus loin, c'est à portée de main, mais avec beaucoup d'enjeux, parce que la bascule peut aller vite. Donc on est réellement à la croisée des chemins, c'est à portée de main. Et je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on avait, dans le cadre d'un certain nombre de think tanks, travaillé sur les visions de développement du continent. Et il y avait 4 scénarios qui étaient
identifiés sur le développement de l'Afrique. Et un des scénarios qui était celui qui allait vers l'émergence, c'était que les lions sortent de leur tanière. Et aujourd'hui, je considère que le Sénégal est parmi ces lions du continent qui sont prêts à sortir de leur tanière si on met en place les bonnes stratégies avec les bonnes personnes et adossé à la bonne gouvernance. Et c'est un peu l'état d'esprit de ce livre avec des propositions très concrètes. Bien sûr, je le dis avec toute la modestie nécessaire, mais c'est une réalité. C'est pas de la théorie. J'ai eu la chance pendant plus de 30 ans de travailler sur des stratégies de développement sur tout le continent. Je le dis, j'ai travaillé sur au moins 51 pays du continent, sur les 54, avec des pays où j'ai contribué à des stratégies nationales, d'autres où j'ai plutôt travaillé sur des stratégies sectorielles. Donc, c'est vraiment un travail très objectif, avec un background d'expertise, pour proposer des solutions pragmatiques de transformation structurelle de notre pays. Et donc voilà un peu tout l'état d'esprit de cet ouvrage. Mais vous qui parcourez l'Afrique et qui voyez le rythme avec lequel ces pays-là développent, comment comparez-vous donc le développement ici au Sénégal? Nos autorités actuelles, elles préfèrent parler d'émergence au-delà même de l'aspect sémantique. Comment quel travail de comparaison allez-vous faire avec les autres pays africains? Je pense qu'on est dans une catégorie vous savez, pour moi, sur le continent, on a 3 catégories de pays. Il y a les pays qui sont quasiment à un stade de développement, qui sont les locomotives du continent. Aujourd'hui, un pays comme le Maroc, un pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, il y a quelques pays qui sont vraiment les locomotives et qui ont quasiment atteint un stade d'émergence. Après, vous avez une deuxième catégorie de pays qui sont en train d'avoir une trajectoire très positive où il suffit de pas grand-chose pour y arriver. Et le Sénégal fait partie de cette deuxième catégorie, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Botswana, des pays comme le Kenya. Donc on est dans une vraie trajectoire de développement, mais il y a un certain nombre de choses à ajuster pour y arriver. Quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver au niveau de ces pays-là? Aujourd'hui, je vous dis, on a, quand on regarde, on a 12 ans de croissance de plus de 6%. Ça veut dire que l'économie est sur un trend très positif. Oui, on dit trivialement que la croissance ne se mange pas. Je vais y revenir, parce que effectivement, la croissance ne se mange pas, et la croissance, quelquefois, ne crée pas de richesse. Et ça fait partie des éléments de correction qui vont nous permettre d'avancer. Mais je viens d'abord sur les acquis. Donc, une trajectoire de croissance très intéressante, plus 6% par an pendant plus de 12 ans, c'est remarquable. On est parmi les champions de la croissance sur le continent. Deuxièmement, sur le plan des infrastructures, on a mis en place un développement infrastructurel qui vraiment est envié dans un certain nombre de pays, les infrastructures économiques, donc que ce soit en termes portuaires, aéroportuaires, en tenant compte des projets en cours, et de transport, aujourd'hui, avec le BRT, le TER, etc., des avancées, les stades. Sur l'énergie, on a fait beaucoup de choses. Le virage du renouvelable, les centrales qu'on est en train de construire, on est parmi les pays africains qui sont en train de gagner la bataille énergétique. Sur les infrastructures du monde rural, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour désenclaver, donc on est en train d'avancer. Sur le côté social, c'est là que le bas blesse le plus. Le bas blesse, mais il y a eu des avancées. Le panier de la ménagère, comme on dit trivialement, il est dégarni. On est d'accord. Oui. Mais quand même, on a mis en place, on a fait des efforts pour mettre en place la CMU. On peut critiquer, mais on a cette CMU. On a mis en place des bourses familiales, non négligeables. Donc ça aussi, c'est des acquis. Donc il y a des choses intéressantes qui nous mettent dans une bonne trajectoire. Maintenant, effectivement, il y a encore du travail. Parce que sur certains sujets, on aurait pu mieux faire. La croissance, vous avez dit à juste titre,
qu'on ne mange pas la croissance, oui, d'accord. Aujourd'hui, l'élément critique qu'on peut faire à la croissance du Sénégal, c'est qu'on a choisi un modèle de développement qui est essentiellement drivé par l'investissement public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les investissements en infrastructure qui ont permis d'avoir cette croissance. Mais l'investissement en infrastructure, pour moi, c'est de l'exportation de la croissance. Parce que on ne produit pas les machines qui permettent de faire ces infrastructures. Une bonne partie des entreprises qui le font sont des entreprises étrangères. Oui. Donc l'essentiel de la valeur ajoutée est exporté. Donc aujourd'hui... Donc une économie extravertie. Totalement. Aujourd'hui, il faut qu'on revoie ce modèle de croissance pour avoir un meilleur équilibre entre investissement public et investissement privé, en mettant en place tous les dispositifs qui permettent d'avoir un secteur privé, acteur de développement, et avec une transformation de l'économie qui permet de créer de la richesse. Autre chose sur lequel on a encore du chemin, sur la gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut pas construire un pays sans une gouvernance publique efficace. Et aujourd'hui, on a une lourde administration lourde, des problématiques de transparence, toute la partie digitalisation de l'administration, il y a encore du chemin. La gouvernance, on l'a vu, que ce soit la transparence dans les choix des hautes fonctions publiques, la reddition des comptes, l'évaluation des politiques publiques, on a encore du travail à faire. Et ça fait partie des éléments qui doivent permettre d'atteindre cette trajectoire de développement. Ensuite, sur des choix stratégiques. Sur des choix stratégiques, il y a un certain nombre de choix où on doit faire de la correction. Quand on voit les secteurs sociaux, l'éducation, on a beaucoup investi dans l'éducation. Quand on voit les taux du PIB inscrits dans l'éducation, il y a beaucoup d'évolutions. Sauf qu'on a choisi de développer un certain nombre de formations, malheureusement, qui sont en décalage avec le marché de l'emploi. Donc, on a beaucoup investi dans le supérieur, dans un moment où on a besoin de techniciens, de gens qui soient manuels. Cette fameuse inadéquation entre la formation et les besoins du marché. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas être dans un pays où on a cette jeunesse dynamique, ce taux d'analphabétisme, avec ce secteur informel, et ne pas avoir de la formation professionnelle. Je trouve que dans un pays comme le Sénégal, avoir des difficultés à trouver un cuisinier ou une cuisinière qualifiée, avec le nombre de personnes qui travaillent dans les maisons, c'est inacceptable. Mais parce que tout simplement, on n'a pas cette formation adaptée qui permette de former des jeunes à des métiers de l'hôtellerie, à des métiers du tourisme, à des métiers de l'électronique, à des métiers de la plomberie, à des métiers pour leur donner cette employabilité. Même, on se rend compte qu'on a pris le pli de beaucoup investir dans les services. Aujourd'hui, les centres d'appel, les téléservices, le Sénégal est dans une dynamique où on crée beaucoup d'emplois. Sauf que, est-ce qu'on a besoin de titulaires de Master 2 pour faire téléopérateur? On aurait pu avoir des formations qui soient adaptées à nos stratégies de développement. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Il faut repenser notre système éducatif. Après, il faut repenser le système éducatif. Oui. Les secteurs économiques, l'agriculture. Aujourd'hui, notre agriculture reste malheureusement archaïque. Petite surface, agriculture de subsistance, très peu de mécanisation, avec une utilisation relativement faible des engrais. Oui. Tous les mécanismes pour ne pas être productif, pour ne pas développer une véritable agriculture dans un pays qui a énormément d'eau. Je cite toujours l'exemple du Maroc parce que c'est l'exemple le plus patent. Tout le monde voit l'agriculture marocaine, le fleuron de l'agriculture africaine. Pourtant, le Maroc est le pays qui manque le plus d'eau sur ce continent. Absolument. Même aujourd'hui, on est dans des difficultés à avoir de l'eau potable parce qu'il y a du stress hydrique, donc on pousse à des stations de dessalement. Pendant qu'il y a de l'abondance d'eau dans cette région. Et pourtant, l'agriculture... Donc on doit mettre en place un ensemble de solutions, une vraie politique agricole de modernisation qui va permettre effectivement, d'une part, d'avoir de l'agriculture intensive, d'autre part, de pouvoir donner plus de moyens à la petite agriculture. Vous savez, des agriculteurs qui ont 1 hectare qu'ils utilisent pour la subsistance, il faut les transformer. Comment on les transforme? On les transforme en apportant une dynamique d'agrégation. C'est-à-dire que vous prenez
20 agriculteurs qui ont chacun 1 hectare, ça vous fait 20 hectares. Vous l'agrégez autour d'un acteur, ça vous permet, d'une part, de les pousser à faire autre chose. Aujourd'hui, il y a 75% pratiquement de la production du Sénégal. À faire autre chose de l'agriculture à forte valeur ajoutée. À les conseiller, à les accompagner, à leur donner des engrais, à leur assurer la rentabilité. Vous augmentez leur productivité et vous créez un agrégateur qui peut faire de la transformation. Je suis en train d'accompagner un acteur américano-marocain qui est dans ce secteur, le groupe Vers l'Homme, qui est dans ce secteur et qui est en train de faire justement cela en agrégeant des acteurs. Et ça va très vite, ça permet de produire, ça permet d'avoir de la quantité, d'avoir de la qualité, d'avoir, parce qu'on leur donne des engrais, on forme les gens, d'avoir une agriculture plus intensive. Donc, il y a du travail dans ce domaine. Pareil, le secteur industriel. Aujourd'hui, quand on était jeune, toutes les régions avaient de l'industrie. Malheureusement, comme le secteur privé n'a pas été renforcé, quand l'État s'est désengagé après le plan d'ajustement structurel, les industries ont tombé parce que le privé n'a pas pris le relais. Aujourd'hui, il faut qu'on réindustrialise le Sénégal. Et ça commence par la transformation de ressources qui existent. La transformation de produits agricoles, bien sûr, qui est la base pour l'agro-industrie, mais également tous nos minerais. Aujourd'hui, Dieu nous a donné du gaz. Avec le phosphate, le gaz et le phosphate, vous y ajoutez de l'urée, un certain nombre de trucs, vous avez de l'engrais pour notre agriculture. Oui. Donc, on a tous les moyens de pouvoir vraiment réindustrialiser. Et quand on touche le tertiaire, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une dynamique de transformation de notre secteur tertiaire. Le tourisme, tout le monde dit le Sénégal est un pays béni en termes de potentialité touristique. Mais quand vous cherchez des hôtels où loger des touristes, il y a très peu de réceptifs. Ouais. La valorisation du produit touristique est très faible. Même les stations que nous avons, nous ne les avons pas mis à niveau. Aujourd'hui, il faut une vraie stratégie pour développer le tourisme. Le commerce, aujourd'hui, c'est un fait que le Sénégalais est très commerçant. Il faut moderniser ce commerce et il faut structurer le commerce informel et lui donner des moyens pour que nous ne soyons pas dans un marché à ciel ouvert, mais dans des marchés organisés avec la dignité qu'on doit donner aux commerçants dans un cadre agréable qui lui permettrait d'avoir plus de clients et plus de valeur ajoutée dans ces marchés. Donc il y a un ensemble de choses à mettre en œuvre. C'est ça. Mais c'est à portée de... Ouais, absolument, absolument. Diop. Là, le tableau que vous venez de dresser, il est mitigé, pour dire le moins. Et malgré tout, vous nous dites que le développement est à portée de main. N'est-ce pas paradoxal? Parce qu'il n'est pas mitigé. Il est... Pour ne pas dire même qu'il est négatif. Non, je dirais pas qu'il est négatif, parce que les premières avancées les plus compliquées, c'est de mettre en place les infrastructures, c'est des investissements lourds, c'est de mettre en place des fondamentaux économiques, c'est aussi un travail lourd, c'est aussi de mettre en place un début de solution sociale. Donc là, on a cette base et on a cette trajectoire de croissance. Et bien sûr, on a une population jeune et dynamique sur laquelle on peut construire. Aujourd'hui, on a... Qui prend la mer à la recherche d'un hypothétique Eldorado. On a des jeunes qui prennent la mer, mais on a aussi des jeunes qui entreprennent. Ce qui n'existait pas dans les générations antérieures. Oui, mais qui ne sont pas accompagnés suffisamment par les pouvoirs publics. C'est cet accompagnement qu'il faut. La matière première, elle est là. Donc il faut mettre en place les stratégies qui permettent de le faire. On a pris cette trajectoire. Quand vous y rajoutez les découvertes de pétrole et de gaz, on a tous les moyens de notre développement. Il faut juste faire les corrections nécessaires pour avoir le cap, les bonnes stratégies, avoir les bonnes personnes dans les choix et mettre en place cette gouvernance publique efficace qui permette justement de consolider l'ensemble.